Une rencontre avec la diaspora à Paris, un meeting qu'on a vu, et une rencontre avec la diaspora au Canada. Vous êtes également ici à Washington. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis aux États-Unis, comme hier en France, puis au Canada, pour deux raisons majeures. La première était de venir à la rencontre de la diaspora camerounaise, d'abord pour la remercier, cette diaspora, pour le soutien qu'elle nous a apporté pendant l'élection présidentielle 2018, mais plus encore pour la mobilisation exceptionnelle qu'elle a faite à la suite de notre détention pendant pratiquement toute l'année 2018. C'est la première raison. La deuxième, c'est de la sensibiliser, cette diaspora, et chaque fois que c'est possible, les autorités du pays d'accueil sur la situation actuelle au Cameroun, qui est une situation extrêmement préoccupante. Du point de vue de la situation humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et du point de vue de la crise politique qui sévit dans le pays depuis l'élection présidentielle 2018. Qui est-ce que vous avez rencontré à Washington ou qui est-ce que vous comptez rencontrer? Nous rencontrerons des membres du Congrès, mais dans la mesure du possible aussi probablement des personnalités au département d'État. Alors, vous avez boycotté les dernières élections législatives et municipales qui viennent d'avoir lieu au Cameroun. Comment comptez-vous avoir un rôle actif et réel dans le paysage politique camerounais si vous n'êtes pas représenté au niveau local et législatif? D'abord, je dois dire que notre parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a pris part aux élections législatives et municipales de 2013. Nous n'avions alors que 7 mois d'existence. Et nous avons gagné quelques sièges dans différents conseils municipaux. Nous avons gagné officiellement le siège d'un député à l'Assemblée nationale. Nous avions gagné davantage que ça, notamment à Yaoundé, mais on ne nous a pas adjugé notre victoire. Pourquoi est-ce que je fais ce rappel? Simplement pour dire qu'il ne suffit pas d'avoir quelques sièges ou même de diriger quelques municipalités. Il ne suffit pas d'avoir quelques sièges à la représentation nationale, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, pour avoir une quelconque influence, un impact sur la marche des affaires dans mon pays. C'est fort de cela, et en prenant en compte la situation actuelle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, que le Conseil national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui est l'instance politique la plus élevée entre deux conventions, s'est réuni pour examiner la question et a pris la décision de ne pas prendre part à ces élections. Deux raisons donc. D'une part, la crise qui est une crise fratricide, où les Camerounais tirent sur les Camerounais dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et d'autre part, le refus systématique du gouvernement depuis 2013 de réviser le code électoral. Sauf que votre décision de ne pas aller à ces élections est intervenue carrément à la dernière minute. Vous avez brisé certains espoirs, non ? Très certainement, il y avait parmi nos camarades ceux qui étaient attachés à la participation à ces élections. Et c'est légitime, je ne leur en veux pas, c'est tout à fait normal. Mais comme nous n'avons cessé de le rappeler, les intérêts du Cameroun et des Camerounais doivent prédominer sur nos intérêts individuels. Et nous avons pensé que prendre part à ces élections aurait tout au mieux pu donner satisfaction à quelques-uns de nos militants qui auraient été élus soit conseillers municipaux, soit députés à l'Assemblée nationale, mais cela ne nous aurait pas du tout permis de faire la différence en ayant des leviers, n'est-ce pas, institutionnels qui nous permettent d'impulser le changement dans le pays. Et donc, je crois que progressivement, la plupart de ces camarades, sinon la totalité de ces camarades, ont compris que la décision prise par le Conseil national était une bonne décision. Mais le fait de la prendre à la dernière minute était un choix. C'était un choix, sinon stratégique, du moins tactique. Et nous pensions que le moment de l'annonce de la décision était aussi importante que la décision. Et c'est là où beaucoup de gens vous reprochent beaucoup de choses. Si vous avez donné un peu de temps, peut-être qu'il se serait présenté sous d'autres bannières. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment sérieux que les militants d'un parti
alors que le parti choisit de ne pas participer à une élection, si présent sous une autre bannière, cela voudrait dire donc que leur seul intérêt de rejoindre le MRC, c'était justement d'aller à l'élection. Et nous pensons que nos militants doivent être là de manière permanente. La vie du parti ne s'arrête pas à une élection, tout comme la vie du Cameroun ne s'arrête pas à une élection. Professeur Maurice Kamto, parlant toujours d'élections, revenons sur la présidentielle. Vous vous êtes déclaré vainqueur de la présidentielle de 2018. Où en êtes-vous à ce propos? Nous n'avons jamais changé le fait que nous étions et nous sommes le vainqueur de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Et nous avons mis au défi tous ceux qui en doutaient, et en particulier le gouvernement et le parti au pouvoir, en disant « si vous en doutez, recomptons les voix ». Et il devait être d'autant plus à l'aise pour recompter que... Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait jusqu'aujourd'hui. Normalement, ils auraient dû être à l'aise vis-à-vis de notre proposition pour nous confondre s'ils étaient sûrs de leur victoire. D'autant plus que c'est eux qui détiennent tous les documents. La loi électorale camerounaise dit que seuls les procès-verbaux d'Elekam font foi. Or, Elekam a tous ces procès-verbaux. Elekam a également les fiches d'émargement. Nous avons donc dit, faisons le recomptage de voix en croisant les procès-verbaux et les fiches d'émargement. Si le candidat proclamé vainqueur est effectivement le vainqueur, moi j'irai m'incliner devant lui et l'applaudir et je reconnaîtrai sa victoire. Si en revanche, comme je le crois, j'en suis le vainqueur, il faudra qu'il ait l'élégance de céder le pouvoir. Donc voilà ce que nous avons proposé. Et depuis 2 ans, ils n'ont pas accédé à notre demande. C'est pour cela qu'il n'y a aucune raison de changer justement notre discours à cet égard. J'ai rencontré une dame qui supporte vos idées et vos actions. Elle me disait de vous dire qu'elle rêve de vous voir président, même si c'est pour un seul jour. Et j'imagine que beaucoup de partisans du MRC caressent ce rêve. Est-ce que vous allez le réaliser pour eux un jour? Si oui, quand et comment? Un seul jour serait insuffisant. En fait, c'est ce qu'elle dit. Non, je comprends bien, c'est pour plaisanter. Je voulais dire que ce serait insuffisant pour répondre aux attentes des Camerounais qui sont énormes. J'espère que collectivement, en tant que nation, et non pas simplement en tant que militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous allons comprendre que notre pays est arrivé à une phase où il y a vraiment un besoin de changement qualitatif de la direction du pays. Et que, précisément, le travail qui est en train d'être fait permettra de créer les conditions de l'organisation de nouvelles élections. Premièrement, après la résolution de la crise anglophone et la réforme de l'État. Et deuxièmement, après la révision du code électoral, de façon à permettre aux Camerounais de choisir leurs leaders légitimes qui seront comptables devant eux. Et là, je peux vous assurer que nous travaillons d'arrache-pied pour que ce moment arrive, parce que nous sommes confiants que si les élections sont organisées dans des conditions de transparence requises dans un pays démocratique, nous en serons le vainqueur. Les Camerounais l'ont exprimé à diverses occasions, que ce soit à travers les participations ou les sorties massives lors de nos déplacements au Cameroun, ou à l'occasion de notre tournée dont vous venez de rappeler les principales étapes. Il est tout à fait clair que le taux particulièrement faible de participation aux élections du 9 février 2020 est une indication claire que le peuple camerounais nous a entendus et a suivi l'appel au boycott. Et que si vous n'avez qu'un taux de participation situé entre 28%, qui est jusqu'à présent le taux le plus élevé indiqué par les observateurs de l'Union africaine, et 15% qu'avancent d'autres sources, cela veut dire que au minimum 70% des Camerounais ou des électeurs ne sont pas allés voter et donc ils nous ont suivis. Et qu'est-ce que vous répondez au président Biya qui, parlant du boycott, a dit qu'il était l'œuvre des petits partis politiques? Est-ce que vous sentez petits partis politiques et quel commentaire faire de ces propos? J'allais presque dire comme lui à une autre occasion que je ne commente pas les commentaires, mais je vais pour la circonstance dire que ce sont les électeurs camerounais qui lui ont répondu. On sait de quel côté se trouve le petit parti. Alors, pour atteindre les objectifs que vous évoquiez tout à l'heure, il faut une stratégie politique. Est-ce qu'on peut savoir quelle est votre stratégie pour changer et le Cameroun et le quotidien des Camerounais? D'abord, un parti politique de l'opposition n'est pas en capacité de changer le quotidien des Camerounais
pris globalement. Il fait du mieux qu'il peut pour avoir les impacts qu'il peut avoir sur la vie quotidienne de certains Camerounais. Tenez, nous pouvons faire quelques actions sociales, mais nous ne pouvons pas aller au-delà, parce que ce n'est pas nous qui gérons le budget de l'État. Les moyens d'un parti politique, et en particulier d'un parti politique de l'opposition, dans notre contexte, sont extrêmement limités. Mais nous nous faisons fort, chaque fois que c'est possible, de poser quelques petites actions sociales pour faire comprendre aux Camerounais que même si nous n'avons pas les moyens, nous pensons à eux et nous sommes à leur côté. Nous pouvons offrir, et nous en avons offert, un puits ou des puits par-ci, des forages, je veux dire, ou, j'allais dire, un moulin de l'autre côté, quelques salles de classe de temps en temps, des matériels ou des fournitures scolaires, l'assistance à des populations ou les plus démunis pour la rentrée scolaire, etc., etc. Mais nous ne pouvons pas faire plus que cela. Parce que pour changer de façon significative le quotidien des Camerounais, il faudrait résoudre le problème des transports, répondre très rapidement au problème d'accès à l'eau potable et à l'énergie, d'infrastructures. Voilà. Et donc, maintenant, quant au travail politique, c'est notre travail. C'est le travail d'un parti politique. Et nous n'attendons pas l'occasion d'élection pour travailler. Nous sommes en permanence auprès des Camerounais pour leur expliquer le sens de notre action et surtout notre vision pour le pays. Tout ce que l'on peut regretter, c'est que le gouvernement actuel ne nous permette pas de parler aux Camerounais. Nous ne pouvons pas tenir un meeting public au Camerounais, peut-être ne le saviez-vous pas. Et je ne parle même pas de marche, je parle simplement d'un meeting en un lieu déterminé. Depuis notre sortie de prison, nous avons demandé à tenir un meeting à Ebolova, dans le sud, à Douala et à Yaoundé. Aucun de ces meetings n'a pu se tenir à cause du refus du gouvernement camerounais, et refus qui est toujours assorti, accompagné d'une action musclée des forces, disons, des agents de maintien de l'ordre, comme on dit, c'est-à-dire les policiers et gendarmerie, qui torturent, frappent, dispersent le moindre attroupement sans ménagement. Donc voilà notre préoccupation. Ce n'est pas le travail auprès des Camerounais qui nous préoccupe. Nous sommes là pour cela. C'est les conditions de ce travail. Maurice Kamto, vous êtes un avocat international de renom. On vous a vu défendre Bakassi il y a des années. Il y a en ce moment un problème au Cameroun, c'est la question de la crise anglophone. Deux provinces ou régions du pays veulent se séparer de l'ensemble. Comment mettre fin à cette crise? Si vous étiez avocat et que vous devez défendre une cause, comment présenterez-vous les faits? Merci de me donner l'occasion d'exposer à vos auditeurs et téléspectateurs ce que nous avons fait. C'est depuis 2012 et dans notre projet de société que nous avons dit qu'il y avait un problème anglophone et qu'il fallait le résoudre par le dialogue. Le 25 juin 2016, lors d'un meeting que j'ai tenu à Bamenda, qui est dans la région anglophone, dans l'une des deux régions anglophones, j'ai dit clairement qu'il y avait un problème anglophone et qu'il fallait le résoudre par le dialogue. Hélas, personne ne nous a entendus. Et 4 mois plus tard, la crise anglophone a commencé. Elle avait encore à ce moment-là une forme pacifique, puisque c'était des avocats anglophones qui protestaient du fait que le droit de l'OHADA, qui est le droit des affaires au Cameroun, n'était pas, les textes donc de l'OHADA n'étaient pas traduits en anglais et donc ne leur permettaient pas de pratiquer leur métier convenablement. Suivi de la protestation des enseignants, parce que les enseignants francophones sont envoyés dans la région anglophone pour enseigner en anglais. Donc la crise était encore pacifique à ce moment-là, paisible, et très rapidement, une mauvaise gestion de cette crise a créé les conditions de l'escalade. Et d'une crise catégorielle corporatiste, elle est devenue une crise politique. Elle s'est transformée ensuite en conflit armé qui fait des morts. Suivant les sources, on est entre 3 000 et 12 000 morts. Le plus terrible et le plus triste, c'est que ce sont des Camerounais qui tirent sur d'autres Camerounais. Qu'est-ce que nous avons fait? Dès que la crise a pris la tournure que nous connaissons aujourd'hui, conflit armé, nous avons proposé au gouvernement qu'à défaut pour le président en fonction d'aller dans les régions anglophones pour tenir un discours d'apaisement, qu'il envoie une délégation politique composée des représentants, disons des membres du Parlement représentant divers partis politiques à l'Assemblée nationale, composée des leaders religieux et des leaders de la société civile ainsi que des chefs traditionnels, porteurs d'un message de paix et d'apaisement.
cela n'est jamais arrivé, et d'ouvrir ensuite le dialogue. Alors, pour ne pas prendre tout votre temps, je voudrais indiquer très clairement ce que nous avons proposé comme solution. C'est une approche en 4 points. Le premier point, c'est de remettre en liberté, de libérer tous les prisonniers politiques anglophones arrêtés dans le cadre de cette crise, sans tenir compte des actes posés par les uns et les autres. Et je dis y compris M. Ayouk Tabe Sisikou et ses camarades qui ont été condamnés récemment à la peine à vie, à l'emprisonnement à vie et qui sont détenus à la prison principale de Yaoundé. Il faut les libérer pour leur donner la possibilité d'abord de respirer, d'aller voir ce qui reste de leur famille dans les zones en question, mais surtout de se concerter entre eux pour arrêter leur position et désigner leurs représentants à ce dialogue. Ce sont eux les leaders, justement, de la communauté anglophone, dans lesquels la plupart des personnes se reconnaissent. Est-ce que vous êtes en contact avec les leaders sécessionnistes? Non. Évidemment, j'ai rencontré M. Ayouk Tabe Sisikou lorsque j'étais en prison, puisqu'on était dans la même prison. Donc, on ne pouvait pas ne pas se rencontrer, c'est la moindre des choses. Donc, le deuxième point, la deuxième étape, c'est de négocier, que les forces de défense camerounaises négocient un cessez-le-feu avec les groupes armés anglophones. Non pas pour que les militaires, les forces de défense camerounaises déposent leurs armes, mais pour créer les conditions de sécurité pour que les groupes armés déposent les leurs, sans courir le risque que l'on tire sur eux. C'est pour cela que nous avons dit cela doit s'accompagner du retrait des forces armées, ce qu'on appelle les forces de troisième catégorie de la zone, pour que le maintien de l'ordre soit assuré par la police et la gendarmerie. Troisième chose à faire, troisième étape, mettre sur pied un plan d'urgence de reconstruction, notamment des villages qui ont été rasés. Parce que vous ne pouvez pas demander aux populations de rentrer chez elles, aux populations déplacées dans les zones francophones de rentrer chez elles, alors que ces populations n'ont plus de chez elles. Leurs maisons ont été détruites. Donc, il faut un plan de reconstruction rapide, même provisoire, des villages pour permettre aux gens de rentrer et d'envisager les constructions durables plus tard, puisque je m'étais engagé, si j'avais été en capacité de gouverner, non seulement de reconstruire les villages, mais d'aider toutes ces populations financièrement, matériellement, à reprendre une vie normale. Donc, ça permettra également aux réfugiés qui sont au Nigeria de pouvoir rentrer. Et quatrième étape, convoquer, organiser un dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes, y compris les représentants des groupes sécessionnistes, y compris les membres de la diaspora qui sont effectivement et naturellement impliqués justement dans ce conflit par le soutien qu'ils apportent sur ceux qui sont sur le terrain. Est-ce que vous savez qui tire les ficelles derrière cette crise anglophone? Vous avez parlé tout à l'heure des groupes armés anglophones. Qui arme ces groupes? Je n'en sais strictement rien. Si je le savais, je pense que je crois que peut-être ça faciliterait la résolution du problème. Et je n'en sais strictement rien. Je constate simplement qu'il y a des groupes armés qui se battent, que probablement ils reçoivent des soutiens de la communauté anglophone, notamment les membres de cette communauté installés dans la diaspora. Et donc c'est tout ce que je peux en dire, mais je n'en sais pas davantage. On ne va pas s'attarder dessus, mais on a vu au Canada un tout petit incident avec certains sécessionnistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu me signaler qu'il y avait des membres de la communauté anglophone qui voulaient me rencontrer. Et on a clairement dit que c'était des ambazoniens. Donc, vous voyez bien que, même en sachant que c'était des ambazoniens, j'étais prêt à les rencontrer. Mais dès lors qu'on m'a dit qu'ils étaient porteurs de drapeaux de l'Ambazonie et d'autres signes extérieurs tels que les casquettes, les t-shirts et des écharpes avec les drapeaux et les insignes d'Ambazonie, j'ai dit il faudrait qu'ils mettent ça de côté et on peut discuter tranquillement. Ils ont accepté pour le drapeau, mais ils ont dit qu'ils refusaient d'enlever les t-shirts avec les drapeaux ambazoniens, les casquettes avec les drapeaux ambazoniens et les écharpes avec les drapeaux ambazoniens. J'ai dit que dans ces conditions, il m'était difficile de les rencontrer parce que ce sont des symboles d'un État qui, pour moi, n'existe pas. Et donc, discuter avec eux voudrait dire que j'engage, c'est comme si j'engageais une discussion, je n'en ai d'ailleurs pas le mandat, au nom de ce qu'ils appellent la République, c'est-à-dire
la partie francophone du pays, qu'ils ne reconnaissent pas comme faisant partie d'un État dont il serait une composante, avec justement l'État d'Ambazonie. Les symboles sont importants, il ne faut pas qu'on néglige cela. J'ai donc dit dans ces conditions, je suis au regret de ne pas tenir cette rencontre avec eux. Mais j'ai dit, si tout cela a été mis de côté, je suis prêt à les rencontrer à tout moment et même pour toute une journée si cela est nécessaire. C'est compris. Vous avez été en prison, puis libéré. Comment est intervenue cette libération, tout comme celle de certains de vos partisans? D'autres sont d'ailleurs toujours détenus. Est-ce que vous avez écrit au président de la République pour demander cette libération ou c'était un geste d'apaisement de sa part? Non, je n'ai absolument jamais écrit au président de la République ni communiqué avec lui de quelque manière que ce soit pour lui demander notre mise en liberté. Ce n'est pas un geste ou un acte de magnanimité de sa part. Je doute aujourd'hui que si notre sort ne dépendait que de lui seul, peut-être que nous ne serions pas en liberté. Je crois que notre libération est une conjonction du travail et de la mobilisation extraordinaire des Camerounais du Cameroun, d'abord. Des Camerounais du Cameroun, parce qu'ils ont marché le 26 janvier à l'appel du MRC, mais ils ont aussi, pendant que nous étions en détention, marché le 1er juin et le 8 juin. En marchant le 1er juin et le 8 juin, ils savaient pertinemment qu'ils pourraient être arrêtés, qu'on pourrait tirer sur eux, comme on l'a fait le 26 janvier, mais ils ont marché quand même. Donc, c'est un acte de soutien et de courage extraordinaire que nous ne saluerons jamais assez. À cela s'est ajoutée la mobilisation exceptionnelle de la diaspora camerounaise en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde. Mobilisation sans précédent que nous saluons. Nous sommes reconnaissants aux diaspora, si je peux dire ainsi, parce qu'il y en a plusieurs, au moins géographiquement parlant, qui s'est mobilisé pour réclamer et pour sensibiliser les autorités des pays où ils résident à notre situation. Et c'est cette pression combinée avec celle des pays qui sont des pays partenaires et amis du Cameroun, avec celle de la communauté internationale qui a abouti à notre libération. Je dois rappeler que le Parlement de l'Union européenne a voté une résolution à l'unanimité des 28 pays membres, demandant non seulement la résolution de la crise anglophone, mais notre libération sans condition. Et d'ailleurs également la réforme du code électoral, que le Congrès des États-Unis a fait pareil, que le Parlement canadien a fait de même, et que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine a fait pareil. Je ne manquerai pas de citer les sociétés savantes dont je fais partie, le milieu des internationalistes, enseignants, avocats du monde entier qui ont également été très très actifs sur ce terrain. Alors vous parlez de la diaspora. Professeur Maurice Kamto, on vous a accusé d'avoir monté cette diaspora pour qu'elle brûle ambassade, que ce soit à Paris, à Berlin, aux États-Unis, ou qu'elle saccage. Est-ce que c'est vous qui avez initié ces mots d'ordre? C'est ridicule. D'abord, je voudrais rappeler très brièvement que la première déclaration de deux ministres camerounais, le ministre chargé de l'administration territoriale et le ministre de la communication, nous accusant d'être responsables des casses dans les ambassades. C'est de ça que je parle. Voilà. Cette déclaration a eu lieu le 26 janvier, je crois vers 21h, 22h, alors que les casses était encore en cours. Et je me demande par quel miracle il pouvait d'ores et déjà, alors qu'il n'avait aucun rapport des diplomates camerounais de l'ambassade à Paris et à Berlin, il n'avait aucun rapport de police, comment pouvait-il déjà savoir qui en étaient les auteurs ou les commanditaires? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous voyez, ils se sont bien rendus compte que nous avons fait des marches pacifiques au Cameroun, qu'il n'y avait eu aucun incident. Et donc, constatant qu'ils ne pouvaient pas nous arrêter pour des prétextes d'incidents à la suite des marches, il fallait bien que l'on trouve un prétexte. Il fallait donc que l'on nous colle la casse des ambassades. Le ministre de la Communication a continué à redire, à répéter cela, et nous sommes trouvés dans l'obligation de porter une plainte contre lui pour diffamation devant le tribunal compétent à Paris. C'est seulement depuis lors qu'ils ont cessé justement ces accusations. Mais ils ont dit à cette occasion qu'ils ont porté plainte contre X. Jamais une plainte n'a été portée par le gouvernement camerounais à la suite de telles casses.
Est-ce que cela ne vous intrigue pas? Pourquoi le gouvernement camerounais ne cherche-t-il pas à savoir la vérité sur qui sont les auteurs des casses de Paris? J'ajoute que ceux qui ont cassé, ou en tout cas qui ont fait les manifestations que l'on a vues à Paris, ont reconnu qu'ils en étaient les auteurs et n'ont cessé de dire qu'ils n'avaient aucun lien, ni avec le MRC, encore moins avec moi personnellement, et de fait, moi, je ne les connais pas. Et donc, pourquoi peut-on s'acharner et continuer à dire que nous sommes derrière ces casses? Où en est votre plainte? La plainte suit son cours. D'après les dernières informations que j'ai eues, parce que non seulement nous avons porté plainte pour diffamation, mais nous sommes constitués partie civile dans la procédure ouverte d'initiative par la police et le parquet de Paris. Donc, non pas à la saisine du gouvernement camerounais, mais d'initiative. Et nous sommes partie civile parce que nous voulons intervenir et savoir ce qui s'est passé. Et d'après les informations, les premières informations que j'ai, il y a, je crois, 2 jours, toutes les enquêtes et tous les interrogatoires ont montré que nous n'avons aucun lien d'aucune sorte avec ceux qui ont été à l'origine de ces casses. Est-ce que vous êtes prêt pour une action de réconciliation ou de paix, on va le dire, avec le gouvernement camerounais, M. Biya et tous les ministres? Je n'ai cessé, comme vous le savez, en bon journaliste sans doute, de tendre la main. J'ai toujours dit que j'étais ouvert. Et souvenez-vous, même avant le début de la campagne, j'ai dit que j'avais les bras ouverts à tous les Camerounais qui sont dans une dynamique pour que l'on change notre pays ensemble et qu'on le mette sur de bons rails pour relever les défis qui sont devant lui et surtout donner une chance à la jeunesse camerounaise de pouvoir affronter victorieusement ces défis. Pendant que j'étais en détention, j'ai écrit en disant que je tendais la main pour que l'on solde le passif de l'élection présidentielle de 2018. Je n'ai reçu en retour que des colibés et des insultes. J'ai tendu la main, on a craché dans ma main. Je l'accepte. Je suis quelqu'un qui veut la paix au Cameroun et qui veut en même temps travailler à ce qu'il y ait un changement au Cameroun. Le gouvernement actuel a donné tout ce qu'il avait à donner au pays, il n'a plus rien à offrir. Et tout ce qu'il a donné est terrible, c'est qu'il n'a rien donné. Parce que les résultats sont là. Si je prends sur le plan économique, juste 2 ou 3 indications. Au moment où je vous parle, le produit intérieur brut par habitant, le PIB par habitant du Cameroun est de 1 500 $ des États-Unis, alors qu'il était de 1 800 $ des États-Unis en 1985-86. C'est quand même terrible. Pour la première fois dans notre histoire, en tout cas dans l'histoire récente du Cameroun, le budget de 2020 du Cameroun a diminué de 260 milliards de francs CFA. Et au moment où je vous parle, l'hôpital au Cameroun est le lieu où vous êtes le plus sûr de trouver la mort alors que vous y allez pour chercher la vie. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Je ne vais pas continuer à peindre un tableau sombre. C'est pour dire que nous sommes arrivés à une phase où il doit y avoir un sursaut national pour résoudre les problèmes. Et je n'ai cessé de tendre la main, mais je n'ai trouvé de l'autre côté que le mépris et l'arrogance. Alors, quand on parle au gouvernement, c'est très souvent global. Qui refuse de saisir votre main? Le président Biya, ses ministres ou des gens à côté? Je n'en sais rien, mais je tends la main à ceux qui sont en charge de la conduite des affaires du pays aujourd'hui, à commencer par celui qui est le président, disons de facto, bon, qui est là, et tous ceux qui autour de lui participent au gouvernement du Cameroun, à la gestion des affaires du pays aujourd'hui. Personne ne l'a saisi. Est-ce que vous avez entendu un ministre dire que, voilà, à la suite de ma déclaration, il s'est rapproché pour comprendre quel était le sens de ma proposition? Est-ce que vous avez entendu que le Premier ministre l'a fait, ou que le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat l'a fait, ou encore moins le président de la République lui-même? Tous ceux qui sont autour de lui ont trouvé dans ma démarche une attitude à la limite irrespectueuse vis-à-vis, disent-ils, du chef de l'État. Mais qu'y a-t-il? Non seulement je suis un dirigeant d'un parti politique, même suivant leurs propres chiffres, je suis arrivé 2e à l'élection présidentielle, mais même si je n'étais rien de tout cela, qu'y a-t-il d'insultant ou de mauvais qu'un citoyen dise lorsqu'il est face à une difficulté, qu'il tend la main à son président de la République? J'ajouterais que vous avez travaillé avec tout ce monde. Absolument. J'ai été membre du gouvernement de M. Biya, je ne l'ai jamais caché. Et donc, vous faites bien de le souligner, ils me connaissent tous. Alors, revenons à la diaspora. La diaspora camerounaise fait face à un problème de double nationalité qui n'est pas reconnu au Cameroun, même si certaines personnalités peuvent avoir 1 ou 2 passeports. Comment l'OMRC peut résoudre ce problème à son niveau, ou même en termes de propositions?
Non, tant que nous ne sommes pas en capacité de gouverner, nous ne sommes pas au pouvoir, nous ne pouvons pas résoudre cela, puisque vous ne pouvez le résoudre qu'en passant une loi à l'Assemblée nationale. Dans la précédente Assemblée, nous n'avions qu'un seul député. Nous n'avons pas pris part aux dernières élections parce que de toute façon, même si nous étions allés et que par hasard nous n'avions pas la majorité, nous n'aurions pu donc pas faire passer une loi sur la nationalité. Donc, mais ce que j'ai toujours dit, depuis le lancement du MRC en 2012, là aussi c'est dans notre projet de société, c'est que je me suis engagé à ne pas faire passer une loi sur la double nationalité. Et je voudrais même dire sur la multiple nationalité. L'idée c'est qu'un Camerounais qui a acquis une ou plusieurs nationalités étrangères garde sa nationalité camerounaise, sauf s'il y renonce lui-même. Donc ça, c'est un engagement que j'ai pris de longue date et je le tiendrai pour sûr. Alors, ce 11 février est fête nationale de la jeunesse au Cameroun. La jeunesse, elle était jadis considérée comme le fer de lance de la nation. Est-ce que c'est toujours le cas? Et qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour garantir à cette jeunesse un avenir meilleur? On constate que la jeunesse aujourd'hui souffre, elle n'a pas d'emploi, elle n'est parfois pas éduquée, et c'est le Cameroun de demain. Les slogans ont épuisé leur charme. La jeunesse fer de lance de la nation, je crois que c'est usé maintenant. J'utilise souvent une image. Je dis que la jeunesse camerounaise aujourd'hui est comme une lance dont la pointe est cassée, dont elle ne peut plus frapper sa cible parce qu'elle fait face à d'énormes difficultés. Imaginez que nous sommes dans un pays où 80% de la population a moins de 35 ans, où 60 à 63% de la population a moins de 25 ans, et qu'elle a pour seule issue cette jeunesse que l'aventure dans le désert du Sahara ou la mort dans la Méditerranée, maintenant dans l'océan Atlantique, puisqu'ils empruntent le chemin de l'océan Atlantique pour arriver en Amérique latine, passer par le Mexique pour tenter d'arriver ici aux États-Unis. Voilà l'avenir que l'on propose à notre jeunesse. Or, nous, au MRC, on a une approche totalement différente parce que la jeunesse camerounaise est le levier essentiel du développement futur du pays. Nous disons à la jeunesse camerounaise, nous ne sommes pas encore au pouvoir, mais le travail que nous faisons, c'est le travail de sensibilisation et d'éducation. La plupart du temps, au-delà des diplômes, ils ne sont pas informés, éduqués, renseignés sur l'histoire politique de notre pays, sur les acteurs politiques, d'où est-ce qu'on vient. Parce que si vous ne comprenez pas qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour le Cameroun, on ne leur enseigne pas cela. Depuis les premiers chefs côtiers qui sont, pour ma part, à l'origine du nationalisme camerounais jusqu'aux upécistes des années 48 à 71, avec l'exécution d'Ernest Ouandié, la mort de Oum Niobé en 58, ils ne comprendront pas qu'il y a une vraie histoire solide de la nation camerounaise qui doit rester unie pour avancer dans le chemin de son développement, sur le chemin de son développement. Et on va presque mettre un terme à cet entretien, mais avant cela, on va parler des réseaux sociaux. Je ne sais pas combien de fois vous tweetez par jour ou combien de fois vous allez sur Facebook, mais on a le sentiment qu'il y a aussi de la tension dans les réseaux sociaux entre Camerounais. Comment mettre fin à cela? Je suis très triste quand je vois cette situation. Je suis d'une génération où nous ne connaissions pas cela. Et je suis très triste de voir que tout ce que l'on propose aux Camerounais aujourd'hui, justement, c'est la haine interethnique. On a instillé dans la veine et dans la société camerounaise la détestation les uns des autres sur la base purement de considération ethnique. C'est contre cela que je me bats. Je me suis exprimé devant le Conseil constitutionnel en ce sens, de manière claire. On a voulu, quelqu'un qui a mal compris ou qui s'est cru très malin a voulu tourner nos propos, mais les Camerounais ont bien compris qu'ils tentaient une aventure qui venait seulement conforter leur posture tribaliste. Mais moi, je ne mange pas de ce pain et je ne laisserai pas détruire le Cameroun avec cela. Tous ceux qui me regardent, ma trajectoire politique et intellectuelle. Ceux qui lisent mes écrits savent que j'ai toujours écrit contre la moindre tentative de tribaliser les rapports humains au Cameroun. Prenez mon livre « L'urgence de la pensée », mais même avant ça, de nombreux articles et tout ce que j'ai écrit après. Vous savez, je dis, c'est une comment dirais-je, médiocrité que de proposer aux gens le tribalisme parce qu'aucun de nous n'a choisi de naître là où il est né. Et donc je ne vois pas
comment et pourquoi on devrait justement se fonder sur ces origines ethniques pour afficher soit un complexe de supériorité, soit un complexe d'infériorité. Moi, je regarde l'être humain et je le prends pour ce qu'il est. Si vous êtes efficace, bon, vous êtes efficace et bon. Vos origines ethniques n'ont rien à voir parce que toute communauté humaine contient en son sein tout ce qu'il y a de meilleur et de pire. Vous trouverez des gens extrêmement brillants et bons dans toutes les communautés. Vous trouverez des gens médiocres et fumistes dans toutes les communautés également. Professeur Maurice Kamto, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.